ne change pas. Très Vas-y, bien, vous touchez commence, rien. vas-y. Donc, on va parler aujourd'hui de l'impact de la COVID-19 sur le système cardiovasculaire. Donc, pour expliquer ce topo, on va adopter le plan suivant. Donc, une brève introduction, les propriétés du virus, et puis détailler son impact sur le système cardiovasculaire. Donc, on commence sans plus attendre. Donc, le monde traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent. Depuis le premier cas de l'épidémie du Covid-19 à la date du 8 décembre 2019 dans la province de Hubei en Chine, à ce jour, plus de 66 millions de cas ont été confirmés. Donc, l'épicentre de l'épidémie s'est déplacé de la Chine en décembre vers l'Europe en mars et un peu plus tardivement vers les États-Unis, plus en avril-mai, vers l'Amérique. Donc, cette épidémie a été déclarée pandémie mondiale par l'OMS le 11 mars 2020. Donc, les statistiques journalières sont disponibles sur le site de l'OMS, comme vous le voyez, et qui sont actualisées donc chaque jour. Actuellement, en Algérie, on est à 88 252 cas confirmés et 2516 décès. Dans le monde entier, on est à plus de 1,5 million de décès. Donc, vous comprenez bien l'ampleur de cette pandémie. Donc, je pense que ça, vous le savez tous déjà. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Par contre, j'aimerais détailler l'intérêt de la question. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'impact cardiovasculaire et pourquoi on parle aujourd'hui du système cardiovasculaire? Mais il faut savoir que les patients porteurs de pathologies cardiaques sont des sujets vulnérables et sont associés à des formes plus sévères de la maladie et que le virus lui-même entraîne des complications cardiovasculaires qui aggravent le pronostic. Donc, la COVID-19 ou la maladie du COVID-19 est causée par un virus, le SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Voici une image au microscope électronique de ce virus. C'est un virus à ARN monocaténaire qui fait partie de la famille des coronaviridae. Donc, pourquoi coronavirus? Parce qu'on le voit, c'est un virus qui a une couronne. Cette famille de coronavirus comprend 4 genres, alpha, bêta, gamma et delta. Le SARS-CoV-2 est un nouveau coronavirus de la famille des bêta-coronavirus qui partage des caractéristiques communes avec ses prédécesseurs de la même famille, le MERS, Middle East Respiratory Syndrome, et le SARS-CoV. Ce dernier fut le responsable de l'épidémie de pneumonie qui a sévi en 2003. Le SARS-CoV-2 a une multiplication 2 fois plus rapide en moyenne que le SARS-CoV, avec une charge virale plus importante et une contagiosité plus importante. Pour mieux comprendre le lien entre l'infection et le système cardiovasculaire, il est capital de comprendre le mécanisme d'entrée cellulaire qui est dépendant de la liaison d'une protéine virale ou protéine S à un récepteur membranaire des cellules de l'hôte qui n'est autre que l'ACE, angiotensin converting enzyme, qui se trouve sur les cellules de l'hôte. Donc, comment se fait ce mécanisme d'entrée? La protéine S a 2 sous-unités, S1 et S2. S2, c'est une tige qui permet l'amarrage du virus à la cellule de l'hôte. S1, quant à elle, elle est clivée en 2 sous-unités, N-terminale et C-terminale, par la protéine membranaire TMPRSS2. Et donc, la partie qui est clivée, la S1C terminale, va se lier à l'ACE. Et donc, l'ACE2, c'est la pierre angulaire de l'interaction entre le virus et le système cardiovasculaire. Voilà, je vais encore détailler ça un peu plus loin. Il faut savoir qu'après l'internalisation du virus, commence la phase de réplication virale par ARN polymérase. La vitesse de réplication est plus élevée que le SARS-CoV ou que l'influenza, et donc la charge virale est plus importante chez les patients infectés et donc plus de contagiosité. Et c'est pour ça que cette épidémie a pris une telle ampleur si rapidement. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette plaque.
euh, parce qu'elle est très importante. Donc, on a bien compris que pour que le virus entre dans la cellule de l'hôte, il nécessite l'interaction entre protéine S, TMPRSS2 et ACE2, ce qui nous donne des idées de cibles thérapeutiques. Ainsi, on peut inhiber le TMPRSS2 et empêcher le clivage de la protéine S. Une autre approche, c'est d'activer une métalloprotéase cellulaire ADAM17 pour lyser l'ACE membranaire ou utiliser des anticorps solubles comme antagonistes de la protéine S et se fixer sur l'ACE ou utiliser de l'ACE soluble pour neutraliser les protéines S ou directement neutraliser la protéine S virale par des anticorps. Donc, toutes ces cibles thérapeutiques, c'est des lignes directives qui sont en cours d'étude pour trouver un fameux remède à ce satané virus. Maintenant, l'ACE2, il faut savoir que c'est une protéine qui est présente sur différents types cellulaires de l'hôte. D'accord? Donc, d'abord, l'ACE2, on la retrouve sur les cellules alvéolaires de l'épithélium alvéolaire pulmonaire. On les retrouve aussi au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux et au niveau des reins. Donc, le rôle de l'ACE2 au niveau pulmonaire, c'est de protéger contre les infections respiratoires basses et les syndromes de détresse respiratoire aiguë. La baisse de l'ACE2 a été retrouvée dans les infections graves et les SDRA. La baisse de l'ACE2, on a fait une étude chez des souris et in vivo, on a montré que la privation de l'ACE2 chez ces souris provoque une dysfonction cardiaque. Au niveau des péricytes, l'ACE2 est fortement présente et ce qui explique la dysfonction microvasculaire de la baisse de l'ACE2 et augmente la susceptibilité aux IDM en cas d'atteinte par le virus. Au niveau des cellules rénales, c'est l'insuffisance rénale, les lésions rénales aiguës et l'insuffisance rénale. Voilà, ça c'était le rôle de l'ACE2. Bon, pour ne pas trop s'y perdre, je vous ai mis les complications cliniques cardiovasculaires qu'on a rencontrées lors de cette épidémie. Donc, principalement, il y a des lésions myocardiques, myocardite, IDM, arythmie. Bien évidemment, tout cela est un cocktail Molotov qui conduit à la dysfonction cardiaque. Alors, j'ai préféré mettre une synthèse des différents mécanismes physiopathologiques qui peuvent mener à cette dysfonction cardiaque et à toutes ces lésions dont on a parlé. Donc, j'ai déjà détaillé la liaison du SARS-CoV-2 à l'ECA, parce qu'on a vu que ça entraîne son internalisation, donc qui alterne la voie de signalisation de ce récepteur et conduit aux lésions cardiaques et pulmonaires que je vous ai citées. On a aussi l'infarctus du myocarde par athérothrombose. Ça, c'est à cause de l'état pro-inflammatoire qui est pourvoyeur de rupture de plaques et favorise l'hypercoagulabilité. Il y a aussi les lésions myocardiques qui peuvent être le fruit de l'hypoxie cellulaire due au déséquilibre entre les demandes et apports en oxygène, lésions virales directes, thrombose coronaire et même à l'inflammation myocardique. Tout ça, c'est les lésions myocardiques, à quoi elles peuvent être dues. On a aussi, dans les formes sévères du COVID-19, notamment l'orage cytokinique, des taux élevés de cytokines pro-inflammatoires circulants. L'inflammation systémique entraîne des lésions viscérales pouvant aller jusqu'à la défaillance multiviscérale. Et il y a aussi cette interaction entre le virus et le système rénine-angiotensine-aldostérone qui est pourvoyeur d'hypokaliémie et qui aide au déclenchement des arythmies. D'accord? Pour que vous compreniez encore mieux, je vous l'ai remise ici en schéma. Donc, ça m'a pris du temps pour le comprendre, donc j'ai préféré vous le refaire une deuxième fois. Donc, vous comprenez que après infection virale de l'hôte, donc la multiplication virale commence au niveau des poumons, au niveau du cœur. Donc, on a des lésions directes du virus, myocardial damage, des lésions inflammatoires, myocarditis fulminante. On a aussi l'inflammation au niveau des poumons et notamment les formes graves d'inflammation avec les orages cytokiniques et les états pro-inflammatoires. On a la dysfonction microvasculaire qu'on a expliqué, l'athérothrombose, les plaques instables, les ruptures de plaques.
Et en fait, tout ça, avec beaucoup de flèches, vont aboutir aux complications cliniques qui sont le syndrome coronaire aigu, l'insuffisance cardiaque, la myocardite et les arythmies. Voilà. Donc, pour l'épidémiologie, donc le virus, qui est-ce qu'il touche? Eh bien, il touche tout le monde. Il touche aussi bien les hommes que les femmes, mais les études ont montré qu'il y a un dimorphisme sexuel avec un taux de décès plus élevé chez les hommes et que l'âge aussi est un facteur de risque de décès et de formes graves. Donc, dans l'une des toutes premières études qui a été publiée en Chine, d'ailleurs, vous le voyez, c'était un tout petit nombre de patients, 41 patients, au niveau de la ville de Wuhan, qui était le premier cluster du coronavirus, a montré que les patients les patients qui étaient de sexe masculin avaient plus recours à la réanimation et unités de soins intensifs, ainsi que les patients âgés de plus de 65 ans qui étaient plus à risque de décès. Voilà, par rapport aux patients plus jeunes. Et aussi que les patients qui avaient des comorbidités cardiovasculaires sont eux aussi plus à risque d'hospitalisation en unité de soins intensifs et aussi de décès. Voilà. Donc ça, je vous avais dit que c'était une première étude, mais ça a été corroboré par la suite par les multiples études qui ont été faites et les analyses statistiques qui ont été faites. D'ailleurs, c'est un papier qui a été publié dans le New England, qui a recensé 1099 patients confirmés Covid dans 552 hôpitaux dans 30 provinces chinoises jusqu'au 29 janvier 2020. Et donc, c'était vraiment une photographie de la Chine lors de cette épidémie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Ils ont retrouvé d'abord que l'épicentre, c'était Hubei, avec le fameux marché d'animaux de la ville de Wuhan, et que à partir de cet épicentre, donc, en le voit, il est en rouge foncé. L'épidémie s'est propagée de proche en proche dans les provinces alentours, avec au départ, c'était des patients qui avaient séjourné à Hubei qui l'ont transporté finalement, évidemment. Et qu'est-ce que ça nous a appris d'autre? Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Parce que ça les intéresse, eux, de comprendre comment ils ont été touchés. Mais nous, ce qu'on a appris aussi, c'est qu'on a confirmé ce qu'on avait dit et que les patients qui avaient plus de le critère primaire composé, c'était les décès, la ventilation mécanique et la réanimation. Donc, ces patients-là qui ont eu des complications, qui ont recours à la ventilation mécanique ou à la réanimation, c'était les sujets âgés, encore une fois, de plus de 65 ans. Et c'était une majorité masculine. Il n'y avait que 32% de femmes dans ces patients qui étaient graves. Voilà. Donc, pour les comorbidités, aussi, on a retrouvé des comorbidités, à savoir hypertension, coronaropathie, diabète, qui étaient bien plus présentes que les maladies pulmonaires, comme par exemple le BPCO. Donc, après les études chinoises, on avait dit que l'épidémie avait migré en Europe et puis aux États-Unis. On a eu un papier, qui avait été publié dans le JAMA à propos de 5700 patients hospitalisés pour Covid-19 dans la région de New York. Donc, on répète encore, c'était la même chose, c'était les sujets âgés de sexe masculin. Et là, les Américains, en plus de l'hypertension et le diabète, ont retrouvé aussi de l'obésité chez les patients qui étaient graves et qui étaient en unité de soins intensifs. Donc voilà, donc, ces études épidémiologiques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mis l'accent sur le lien pronostic puissant qu'il y a entre les comorbidités cardiovasculaires et Covid-19, loin devant les maladies respiratoires, notamment les BPCO, ou l'asthme, ou les autres maladies respiratoires. Voilà. Donc, vous allez me dire que finalement, l'hypertension artérielle, c'est un facteur de Covid-19, c'est un facteur de gravité. Ben, pas sûr que ce soit le cas. On n'est pas certain que l'HTA, que l'hypertension, soit un facteur prédisposant à l'infection par le virus ou que ce soit prédisposant à une forme grave.
parce que la population des patients infectés étaient des sujets âgés, comme on l'a dit. Donc, on s'est d'abord posé une première question. Est-ce que l'hypertension était un facteur connu de pneumonie ou d'infection respiratoire du tractus respiratoire sévère? Eh bien, ça, c'était déjà connu avant. L'hypertension n'est pas un facteur indépendant et n'est pas lié aux pneumonies, à la différence du diabète, par exemple, ou de la prise d'alcool, qui, eux, sont des facteurs indépendants de pneumonie sévère. On a bien analysé les données, les données chinoises, les rapports qui ont été émis par la Chine, premier pays du Covid-19. C'est vrai que la prévalence de l'hypertension chez ces patients Covid, elle était de 39,7%, et donc plus que la population générale chinoise, plus que la prévalence de l'HTA dans la population générale chinoise. Mais en même temps, 81% de ces patients avaient plus de 60 ans. Et finalement, si on fait un réajustement à l'âge, on se rend compte que la prévalence de l'HTA était en rapport avec cette grande proportion de sujets âgés. Ensuite, on a les rapports italiens. Alors, vous allez me dire, pourquoi des données italiennes? Eh bien, parce que l'Italie était l'un des premiers pays atteints par le Covid et l'un des plus touchés en Europe. Ces recommandations que je vous ai affichées ici ont été reçues le 31 mars et éditées le 6 avril 2020 dans une urgence de publication scientifique et tout. Donc, on n'allait pas attendre encore que l'épidémie se répande plus. Et donc, dans ces registres italiens, ces données statistiques italiennes, à première vue, l'HTA augmente le risque relatif de mortalité, mais quand on fait une analyse multivariable, l'HTA est très fréquente chez le sujet âgé, c'est la première comorbidité du sujet âgé, et ce sont les sujets à risque. Les sujets âgés, ce sont eux qui sont à risque de forme sévère. Et dans le registre italien, 73% des patients décédés sont hypertendus, mais la moyenne d'âge de ce groupe est de 79 ans. Donc, la relation statistique entre l'hypertension et la COVID-19 existe, mais finalement, ce n'est pas un lien de cause à effet et ce n'est pas un facteur de risque indépendant. Voilà. Bon, ensuite, je pense qu'il était nécessaire de parler des IEC et des ARA2, vu la grosse polémique qu'il y a eu autour de ces traitements. Notamment, faut-il les poursuivre ou les arrêter chez les patients hypertendus? Eh bien, pour y répondre, il faut d'abord comprendre le système rénine-angiotensine-aldostérance. On connaît tous la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion de l'angiotensine, mais il faut savoir que le système rénine-angiotensine-aldostérone est beaucoup plus complexe que ça et qu'en fait, il y a d'autres intervenants, notamment l'ACE2 ou le CA2, qui, on l'a déjà vu, c'est la protéine de liaison du virus. Ben, cette protéine, c'est quoi son rôle en temps normal? Avant le Covid-19, elle était bien là dans nos cellules et elle avait un rôle, c'était la régulation et contrebalancer son alter ego, le CA. Donc, comment cela se fait-il? La CE2, elle prend l'angiotensine 2, elle le convertit en angiotensine 1,7 ou elle convertit l'angiotensine 1 en angiotensine 1,9 et ces molécules vont aboutir à un rôle vasodilatateur car de 1, on va diminuer le taux d'angiotensine 2 et de 2, on va augmenter l'angiotensine 1,7 qui se lie à son récepteur, le MAS récepteur, qui va sécréter du NO, qui est un antioxydant qui protège des lésions cardiovasculaires, rénales et pulmonaires. Donc, si vous voulez en résumer, si on active la voie rouge, la voie de ACE, angiotensine 2, récepteur de l'angiotensine, on favorise le rôle pro-oxydant, pro-inflammatoire, vasoconstricteur et au final lésion d'organes. Si on active l'ACE2, on active plutôt la voie verte qui est antioxydante, anti-inflammatoire, vasodilatatrice et antifibrotique. Voilà. Donc, le SARS-CoV-2, lui, on l'a vu, il se lie à la CE2 et provoque une down-regulation de ce récepteur. Donc, il va diminuer les taux d'ACE2. Donc, en fait, on crée un déséquilibre
On diminue la voie verte et on favorise la voie rouge. Voilà. Les traitements de l'HTA, eux, donc les ARA2 ou les inhibiteurs, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARA2, qu'est-ce qu'ils font? Ils inhibent tout ce qui est rouge. Ils inhibent le CA ou les récepteurs de l'angiotensine 2. Il faut savoir que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ont une affinité à l'ACE, mais pas à l'ACE2, grâce aux différences structurales entre l'ACE2 et l'ACE1. Donc, finalement, ils vont permettre de rééquilibrer les choses puisqu'ils diminuent de la voie rouge et laissent agir plutôt la voie verte. Voilà. Donc, ça, c'était la physiopathe. Mais qu'en est-il du réel impact clinique en données réelles, on va dire, de la vraie vie? Bien, dans ce papier de l'American College qui vient d'être publié il n'y a pas très longtemps, quand on compare, quand ils ont pris différentes études qui ont été publiées, soit en Chine, soit en Europe, soit aux États-Unis, donc on a vu que finalement, il n'y a pas d'aggravation pronostique ou outcome chez les patients traités par inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Les études étaient soit neutres, soit positives. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut continuer ou arrêter? Donc, on a les papiers de recommandation. Ça, c'est l'ESC qui a été publié en mars. Donc, on ne sait pas si garder les traitements IEC-ARA2 va aggraver le Covid, mais on a vu les quelques études statistiques qu'on a, on a vu que c'était un effet neutre ou positif. Donc, normalement, c'est bon pour l'instant. Mais par contre, on est sûr qu'arrêter ces traitements aggrave le pronostic cardiovasculaire des patients hypertendus ou insuffisants cardiaques. Donc, le rationnel de ces recommandations, c'était donc de maintenir ces traitements et de ne pas les arrêter. C'était la même chose sur celles-ci qui ont été publiées au mois de juin. Donc, on a gardé la même chose chez le patient stable, même s'il est infecté par COVID-19. Il ne faut pas arrêter les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Les Américains sont eux aussi d'accord avec ça. On poursuit les traitements et on n'arrête pas. Voilà. On passe maintenant aux lésions myocardiques. Donc, on avait vu que les lésions myocardiques, elles peuvent avoir plusieurs mécanismes. Elles sont pas claires, les mécanismes ne sont pas clairement établis. On peut incriminer le stress oxydatif lié à l'hypoxémie et l'insuffisance respiratoire aiguë, les lésions directes par le virus lui-même et les lésions dues à la réponse inflammatoire de l'hôte ou une combinaison de ces trois facteurs. D'accord? Donc, tout cela va entraîner des lésions myocardiques. Comment définir la lésion myocardique en clinique? Eh bien, c'est très difficile, mais dans les séries qui ont été prises en compte chez ces patients COVID, elle correspond à l'élévation des biomarqueurs cardiaques. Donc, dans ce papier qui a été publié dans le JAMA, on a vu que l'élévation des troponines cardiaques augmente de 5 fois le risque de recourir à une ventilation mécanique et 11 fois plus de surmortalité dans les courbes de Kaplan-Meier. Et la survenue de lésions myocardiques est un facteur indépendant de mortalité hospitalière au cours d'une infection par le SARS-CoV-2. On a sur cette étude 51% de mortalité chez les patients avec lésions myocardiques, vs 4,5% chez les patients qui n'avaient pas de lésions myocardiques. Maintenant, la myocardite. La myocardite, c'est quoi? C'est une atteinte inflammatoire du myocarde qui s'accompagne de lésions myocardiques et d'un infiltrat inflammatoire. L'étiologie virale est la cause la plus fréquente de myocardite dans les pays développés. Le SARS-CoV-2, comme les autres coronavirus, peut être responsable de myocardite. On retrouve dans la littérature des cas publiés de myocardite associés au Covid, mais la prévalence n'est pas bien connue du fait de la difficulté à définir cette pathologie qui se manifeste de différentes manières.
Les études autopsiques des patients décédés du Covid-19 révèlent un infiltrat de cellules mononucléées au niveau des poumons et du cœur qui traduit la forte réaction inflammatoire et qui fait le lit de la myocardite. Donc, comment on en fait le diagnostic? D'abord, le tableau clinique est variable. On peut aller de symptômes bénins, douleurs thoraciques, dyspnée, à des tableaux de myocardite fulminante avec choc cardiogénique. Le CG, il est variable. On peut retrouver des troubles de la repolarisation qui font évoquer une cause ischémique, mais ces modifications électriques, elles ne sont pas sensibles. Si on suspecte une myocardite, il est recommandé de faire un dosage de troponine cardiaque et de peptides natriurétiques qui sont en règle générale élevés. L'échographie peut apporter des signes en faveur du diagnostic, dilatation cavitaire, troubles de la cinétique régionale, épanchement péricardique. Mais malgré le manque de spécificité de ces signes, l'échographie peut quand même apporter des éléments d'orientation et aide par sa disponibilité et son faible coût. L'IRM, c'est très spécifique dans la myocardie. On sait déjà qu'il y a le diamant T2, le rehaussement au gadolinium, mais cet examen a un coût élevé et des difficultés de réalisation chez les patients à risque de contagiosité élevé. Et, des fois, on doit s'en passer pour poser le diagnostic, malheureusement, dans ce contexte de pandémie surtout. Il faut savoir que pour les sociétés savantes, aussi bien américaines qu'européennes, le diagnostic de certitude est basé sur la biopsie endomyocardique, mais on accepte les limitations en termes de nécessité d'expertise, de risque de transmission du virus et de taux non négligeable de faux négatifs. Et du coup, cette biopsie est rarement réalisée et il est consensuel de porter le diagnostic sur un faisceau d'examen que je vous ai cité ici même. Ben, juste pour finir, le traitement de la myocardite, il n'est pas bien codifié, surtout pas en cette période de pandémie, parce qu'on n'a pas assez de données, comme je vous l'ai dit. Il y a quelques cas qui ont été publiés, mais il n'y a pas d'études. Mais il semblerait que l'administration précoce de glucocorticoïdes à forte dose et d'immunoglobuline permet la normalisation de l'état hémodynamique, mais ces données ne sont pas validées en RCT. Ça, c'est le cas d'un patient. Donc, il y avait une dilatation cavitaire, une myocardite fulminante avec choc cardiogénique sur COVID-19. On voit aussi bien sur le téléthorax que sur le scanner la dilatation de la silhouette cardiaque, l'augmentation de l'index cardiothoracique. Et après traitement, on voit que le cardiaque a régressé, notamment on voit l'index cardiothoracique du téléthorax qui s'est réduit. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vais laisser la deuxième partie à mon partenaire qui va vous présenter la suite. Vous m'accordez juste 2 minutes pour vous faire la suite de la présentation. On pose des questions maintenant ou là on laisse à la fin? Comme vous voulez. Allez, s'il y a des questions, profitez. Profitez, Jma'a, s'il y a des questions. Allez. Aïe, aïe. S'il y a des questions, allez-y. Pas de questions? Vous n'avez pas de questions? Pas de commentaires? J'ai une question. Vas-y. Base des dimères, est-ce que les dimères ont un intérêt général ou c'est spécifique dans certaines situations particulières? Amourouche, tu entends la question ou la tient? Oui. Oui, je vous écoute. Allez, réponds à Bien compris. L'intérêt des dimères Et dans quoi? Dans le RA, dans le Covid. Non, je n'ai pas compris de façon générale. Oui, quelles sont actuellement les indications du dosage? Est-ce que c'est systématique pour tout le monde? Ou bien Oui, on va voir ça tout de suite. Par exemple, dans la myocardie. On va en parler dans la deuxième partie. Et en fait, c'est recommandé chez les patients qui ont des formes plus que légères, moyennement ou sévères, moyenne à sévère. Voilà. C'est recommandé de faire le dosage. Allô? Allez, vas-y, on t'écoute. Vas-y. Dahima te dit, y a-t-il des particularités à l'IRM cardiaque dans le Covid? Non, pas différente des autres myocardites virales.
C'est de la fibrose comme une myocardite. Il y a un œdème en T2 pondéré et on retrouve le rehaussement au gadolinium qui est soit sous-épicardique, soit focal nodulaire. Mais il n'y a pas de différence. Ça ne fait pas la différence entre le SARS-CoV-2 ou un autre virus. C'est des signes de myocardite virale, c'est tout. Et Abou Issa te dit, est-ce que le traitement de la péricardite est la même de la SARS? Ben, on n'a pas de données, c'est ce que je disais. Il n'y a pas d'études. Il y a quelques cas de myocardite qui ont été publiés dans la littérature. On n'a pas suffisamment d'études. Par exemple, là, je vous ai cité un cas où c'était une myocardite fulminante qui a été traitée par glucocorticoïdes et immunoglobulines. Mais on nous dit pas de... Il n'y a pas de recommandation de quoi faire en cas général. C'est un peu au cas par cas à discuter.